Bonjour, je suis Julien Avril, je dirige la compagnie Enascore et je travaille depuis une dizaine d'années sur des problématiques de représentation, notamment à travers un format de travail qui est celui du théâtre documentaire. Je suis très heureux d'avoir participé à ce programme de recherche. Moi, je suis... j'ai intégré ce programme, en fait, je travaille avec l'ENS Paris-Saclay depuis quelques années, et puis aussi avec AgroParisTech dans le cadre des disputes. Et disons que j'ai accepté en tout cas, j'ai voulu faire cet accompagnement artistique parce que j'avais moi-même un projet de spectacle. Je fabrique des spectacles à partir de matériaux documentaires et sur des problématiques environnementales. Et je viens de terminer un spectacle sur l'effondrement. Et je choisis de poursuivre cette ligne-là avec un spectacle sur des questions d'environnement aussi, d'histoire de l'environnement et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on organise notre relation à l'environnement pour les années à venir. Donc c'était très très précieux pour moi d'avoir cet environnement très inspirant pour de la matière pour écrire. Et en même temps, j'étais aussi là pour faire un peu la catalyse profane, c'est-à-dire celui qui pose des questions super naïves pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce groupe de recherche. Et ça permettait d'avancer dans les réflexions scientifiques. Et je suis assez fier de ça. J'ai aussi pu organiser des ateliers d'écriture pour alimenter les réflexions avec des textes écrits par les chercheurs eux-mêmes dans des cadres littéraires, poétiques, de traitement poétique en fait des informations, des savoirs, des documents. Et voilà, ça c'est la méthode que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant. Ce qui nous permettait de faire des interventions en introduction de certains débats, de certains travaux dans les axes de recherche du groupe de recherche. C'est un peu ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est-à-dire des moments d'introduction théâtraux qui vont en fait poser un peu des problématiques, mais de façon sensible justement autour des questions des différents panels qui seront présentés. Avec mes deux camarades, Marion Amiot et Hélène Cyr-Senior de la compagnie Enascore. Et mon travail aussi au sein de ce groupe de recherche, ça a été, comme disait Clément tout à l'heure, de travailler aussi un peu à la dramaturgie de cette présentation. Comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on colore le colloque de quelque chose qui est plus narratif que présentatif ou restitutif. Ça a été aussi un peu un travail que j'ai fait. Donc avec Mathieu Delabie et puis Clément Morla, on a travaillé sur ce panel 1 pour le mettre en drame, en fait, passer d'une explication magistrale à quelque chose qui est plus dialogué, qui est plus en interaction entre Hélène et Marion qui vont représenter autrui, tout le monde, chacun, tous les citoyens qui se posent des questions sur la société, l'environnement, et qui vont, interroger cette histoire de comptabilité pour voir comment cette chose-là peut, après tout, pourquoi pas, changer le monde. Et donc, ce que vous allez voir là, c'est donc le fruit d'un travail commun entre Christophe, Mathieu et moi, et puis les interprètes, pour essayer de rentrer dans ce colloque par le théâtre, ou en tout cas par le drame, pour déployer des réflexions qui là seront plus de l'ordre académique et qui seront plus dans les clous de ce qu'on a l'habitude de voir dans les colloques restitutifs. Merci beaucoup et bonne journée. C'est la crise. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la crise. C'est laquelle? La crise écologique et économique. La crise économique et écologique. Inflation, actifs toxiques, perte de confiance, dette, récession. Réchauffement climatique, érosion de la biodiversité, désertification, acidification, déchets. Il n'est pas évident de savoir comment appréhender une telle situation. On voit plus rien. Impossible de se projeter. 0,2 ou 3% de croissance. 2 ou 3 degrés de plus, qu'est-ce que ça représente? Personne, ou trop peu de personnes, ne parviennent véritablement à se représenter ce que cela va engendrer. On n'arrive pas à se représenter ce qu'il faudrait faire. C'est aussi la crise des représentations. C'est angoissant, une telle non-vision. Qu'est-ce que ça représente, le poids que fait peser l'économie sur la planète? On a des informations pourtant. On a des données. On a des chiffres. 4,47 tonnes de CO2 par habitant, 68% de vertébrés disparus. Et encore, on ne regarde ce que la partie émergée de l'iceberg. Il y a toutes les informations qu'on n'a pas.
Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Il faut qu'on s'y mette. Faut qu'on s'y colle. Il faudrait repenser l'économie, les choix et objectifs qui la fondent. Elle est en crise de toute façon. C'est elle qui nous conduit à la catastrophe? Il faudrait la refonder en prenant en compte l'environnement. Il faut être responsable. Est-ce qu'on est responsable de l'environnement? Disons qu'on est responsable de son état. Alors oui, on est responsable de l'environnement, à présent. Prendre en compte. Être responsable, certains appellent ça être comptable. La comptabilité, ça sert à compter, non? Ce n'est pas une approche pragmatique et rigoureuse dictée par la raison mathématique des chiffres. Oui, mais ça peut servir à dénombrer, mais ça sert avant tout à représenter, à rendre compte. Rendre compte de quoi? Des responsabilités établies par les humains pour gérer leurs activités. La comptabilité, c'est politique. Alors on peut la changer. Est-ce qu'on pourrait inventer une comptabilité pour représenter ce dont on est responsable vis-à-vis de l'environnement, pour faire en sorte que l'économie devienne plus responsable? L'économie, c'est nous qui la faisons, donc ce n'est pas l'économie qui doit être responsable, c'est notre responsabilité d'instituer une autre comptabilité pour transformer les représentations des organisations économiques. Institutions, organisations, économie et comptabilité proviennent de l'évolution d'un système social. Et ce système social, il provient de l'évolution de l'espèce humaine au sein du vivant biologique. Une même histoire, donc. Les activités humaines organisées sont un moment au sein de l'histoire du vivant. Une même histoire, oui, mais pour représenter le vivant, il faut représenter ses temporalités d'évolution propres. Celles-ci n'ont rien à voir avec les temporalités économiques actuelles et les processus sociaux qui instituent les comptabilités, qui ont eux-mêmes aussi leur propre temporalité. Il y a le temps des organismes biologiques d'une forêt, les arbres qui grandissent. Il y a le temps des organisations économiques qui vont planter ou abattre et transformer le bois en bien de consommation. Il y a le temps de l'usage que les organisations sociales vont faire de cette forêt. La promenade dominicale sur les sentiers, la boule qu'on fait rouler pour faire tomber les quilles, la discussion au coin du feu. Et oui, ces temporalités, elles s'imbriquent, elles se conjuguent. La comptabilité permet de mettre en lumière des interactions entre des ensembles, tout en considérant l'évolution singulière de chacun, son déploiement, mais en les inscrivant dans une histoire commune. Croissance de la biodiversité au sein d'une forêt, croissance de la part du bois de chauffage dans la valeur ajoutée nationale, croissance d'un enfant qui lance un bâton à son chien. Si on regarde l'économie comme un moment de l'histoire du social, lui-même moment de l'histoire du vivant biologique, la croissance économique ne capture pas le temps. L'économie ne fixe pas le tempo pour l'évolution des organisations biologiques qui font exister les ressources naturelles, ni pour l'évolution des écosystèmes qui sont les milieux d'existence de la société, qui elle-même fait exister les ressources humaines des entreprises. Ressources naturelles, ressources humaines au service de l'économie. Du point de vue de l'économie, peut-être, mais du point de vue de la société et du point de vue des entités non humaines du monde commun, si on se fait leur porte-parole, nature et humain ne sont pas des ressources. Qu'est-ce que c'est alors? Dans une comptabilité idéale, ce sont des entités capitales à préserver. Il y a ce qui est employé et qu'on appelle ressources, parce que c'est utilisé dans une activité productive. Oui, la drogue, les armes, la prostitution. Dans certains pays d'Europe, tout ça, c'est productif, puisque ça compte dans le PIB. Et il y a ce qui est simplement autour de nous, un milieu et des êtres vivants avec lesquels nous interagissons, et qui sont et qui ont une existence que nous reconnaissons comme capitale, au-delà du fait qu'ils soient indissociables à notre survie ou productives. La plaine, la baie, la baleine, cette vallée. Un atout de la comptabilité, pourtant, c'est sa partie double, qui permet de relier préservation d'une part et utilisation de l'autre. Au passif, colonne de droite, des responsabilités à l'égard de ce qui est capital à préserver et à restituer dans son intégrité. Le capital, au sens où l'entend la comptabilité aujourd'hui, mais qui pourrait être étendu à d'autres entités capitales. À l'actif, dans la colonne de gauche,
des utilisations du capital pour créer, pour entreprendre dans le monde. Multitude de crises et de tensions. Et nous, au milieu, en proie à une métacrise, celle de l'impossibilité d'appréhender toutes ces crises en même temps et ce qui les relie entre elles. Une crise de représentation. Pour sortir de cette métacrise, il faut représenter ce qui nous relie au reste du vivant, décrire, qualifier, donner de l'importance. Évaluer. Juger. La responsabilité est une affaire de justice. Avant que la comptabilité puisse inscrire des responsabilités au passif, une enquête est menée. Il faut suivre des pistes, discuter avec des acteurs pour évaluer leurs responsabilités, car derrière le mot responsabilité, il y a aussi capacité à agir. Moi, humain, responsable d'une entreprise, je dois évaluer comment j'exploite et dégrade le vivant humain et non humain du milieu qui m'environne pour produire. Évaluer sa responsabilité d'entreprise, d'accord, mais comment faire ? Comment mener l'enquête si l'environnement est à la fois un capital à préserver et un capital à exploiter ? 2 responsabilités, 2 évaluations, 2 pondérations, 2 indicateurs représentatifs, 2 résultats, 2 niveaux de performativité comptable. C'est une forme d'intermittence de la rationalité. Un exercice diplomatique de conciliation entre des mondes en crise sémantique. Le sens économique du mot « exploiter » est différent de son sens biologique ou social, par exemple. Et quel est le sens qu'il faut choisir pour décrire l'importance des relations entre les différents ensembles ? Tous les mondes, biologiques, sociaux et économiques, sont légitimes, ils coexistent de fait. Mais un langage employé par l'un peut influencer notre façon d'évaluer nos relations aux autres. Tu rends compte de ce dont tu produis, de ce que tu produis en valeur ajoutée. Le référentiel économique va teinter ta façon de faire le diagnostic de la bonne santé écologique des milieux que tu exploites. Au lieu de faire le diagnostic de tout le vivant que tu impactes, tu risques de consacrer le peu de temps et d'argent que tu as pour faire seulement le diagnostic de bonne santé de ce qui te sert directement à produire. Ce qui est valorisé à l'actif de ma comptabilité. Mais ça n'est pas juste du point de vue de l'environnement. Sans parler du social. Ça pourrait devenir conflictuel, il faudrait pacifier tout ça. On pourrait inscrire au passif les responsabilités vis-à-vis du vivant, au même titre que la responsabilité qu'il y a à rembourser l'apporteur d'argent. Inscrire en distinguant des responsabilités économiques, sociales et environnementales au passif du bilan, cela signifierait qu'elles ont la même force et la même légitimité. On pourrait conjuguer notre activité aux 3 temps, de l'environnement, du social et de l'économie. La comptabilité devient un dialogue de réconciliation entre ces mondes et permet de résoudre localement, autour de l'entreprise, la métacrise des représentations. Il y a alors une méta-responsabilité. Respecter le sens donné par le langage écologique, même lorsqu'il est conjugué au temps économique, le temps de l'investissement dans la préservation du vivant n'est ni le temps de la valeur ajoutée, ni le temps du PIB. C'est avant tout le temps du vivant. Prenons un exemple. À un endroit donné et à un moment donné, en pleine coévolution des composantes biologiques, sociales et économiques du monde commun, se trouve un champ de carottes cultivé en agriculture biologique. Les organisations économiques et sociales du territoire ont différentes façons de se représenter la responsabilité du producteur de carottes. Du point de vue du groupe social, c'est une responsabilité en termes de santé notamment. En plus de la responsabilité environnementale, c'est une responsabilité de l'humain producteur vis-à-vis de l'humain consommateur. Et la grande distribution, on attend aussi d'elle qu'elle propose des produits bon marché. Ça engage la responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Oui, pour préserver la santé de la carotte, il faut écrire les responsabilités de l'agriculteur, mais aussi des autres acteurs. Seulement actuellement, la comptabilité en partie double de l'agriculteur ne prend en compte qu'une seule responsabilité, celle de son entreprise vis-à-vis de l'apporteur d'argent qui lui permet de produire. Tout simplement sa dette financière. Son capital à préserver, quoi qu'il advienne, afin de le rendre à celui qui permet de produire. Le capitaliste. Avec intérêt. Bref, on engage des coûts de production plus ou moins importants selon que la demande sociale penche pour un produit bon marché ou un produit respectueux des milieux naturels et de la santé humaine. Une valeur apparaît au compte de résultat et au bilan de la comptabilité de l'entreprise agricole. Dans ce chiffrage,
la responsabilité du producteur vis-à-vis du milieu naturel et de la santé humaine n'est malheureusement pas représentée. Non, aujourd'hui, du point de vue de sa comptabilité, c'est sans intérêt. Les aspirations environnementales et sociales de la société, on ne sait pas les relier à la valeur économique d'une entreprise. L'enjeu serait de fédérer et responsabiliser l'ensemble des entreprises d'une chaîne de valeur, quelle qu'elle soit, autour des préoccupations liées à la biodiversité, au milieu naturel et au climat. C'est clairement l'un des enjeux de notre époque. Inscrire ensemble une comptabilité de nouvelles entités, du vivant humain et non humain, permettrait de refaire exister une responsabilité collective vis-à-vis de tous ces enjeux. Payer plus cher mes carottes pour compenser le manque à gagner pour le producteur qui fait moins de volume s'il abandonne la pétrochimie et les phytosanitaires, afin qu'il puisse rembourser l'avance en argent qui lui a été faite pour produire. C'est bien normal, non ? Ce qui paraît évident, ferme et incontournable dans le fonctionnement que tu décris, c'est la préservation de l'avance en argent pour produire. Ça, c'est facilement identifiable. La comptabilité actuelle sait le faire très bien. Ce qui est moins facile à appréhender, c'est le calcul du surcoût entraîné par une production qui préserve l'environnement. Pardon, mais j'irai même plus loin. Je ne vois nulle part l'avance faite par la carotte pour se produire elle-même comme objet exploitable. Ni le milieu naturel qui se rend exploitable lui aussi, qui avance sa capacité de fourniture d'eau et de nutriments. Et sa capacité à encaisser l'usage massif d'engrais. Ou de labour profond systématique. Tout ça, pour l'instant, la comptabilité, elle n'en prend pas compte. C'est extra-financier. Donc sans intérêt. Comme la santé mentale et l'intégrité physique que l'agriculteur engage pour effectuer son travail sur son exploitation. Comme de la RSE ? Oui, voilà, comme la responsabilité sociétale de l'entreprise, une responsabilité qui n'a actuellement pas sa place comme écriture en comptabilité, laquelle est pourtant supposée rendre compte de ce qu'est la réalité d'une entreprise humaine, aussi complexe soit-elle. Pour représenter cette complexité, il faudrait évaluer la qualité intrinsèque de la carotte, mais aussi du milieu naturel dans lequel elle se développe, ainsi que l'évaluation de la santé des consommateurs. Et finalement, on prendrait en compte la qualité de vie des agriculteurs. Un ensemble de diagnostics de santé écologique autour de l'entreprise agricole productrice de carottes. Un ensemble de résultats écologiques. Pas seulement autour du champ de carottes. La qualité de la carotte dépend de l'état de santé de son milieu naturel. Et celui-ci ne s'arrête pas aux limites du champ de carottes. La qualité intrinsèque de la carotte dépend aussi du champ de choux du voisin. Vous voulez mélanger les choux et les carottes dans le résultat écologique. Mélanger, non, mais un même milieu biophysique, 2 exploitants, 2 comptes d'exploitation. Les mêmes eaux captées par le sol qui s'y infiltrent ou qui ruissellent. Chargée d'engrais et de pesticides chez le producteur de choux, elle ne s'arrête pas à la limite du foncier agricole de l'un ou de l'autre. La propriété de l'appareil productif agricole à l'actif s'y arrête. Le diagnostic de santé économique ne couvre que cette parcelle. Il faudrait une vue d'ensemble au niveau de toutes les activités agricoles pour couvrir tout le foncier agricole et mettre bout à bout toutes les comptabilités rattachées à toutes les propriétés de tous les appareils productifs. En fait, il faudrait partir d'une autre base que celle de la répartition des propriétés par acteurs privés. Pourquoi ? Pour construire un résultat écologique en comptabilité. Si on se considère responsable de l'environnement, il faut couvrir l'intégralité du milieu biophysique en tenant compte des différentes exploitations, que ce soit le producteur de carottes ou le producteur de choux. Il faut aussi tenir compte du sol sur lequel est bâti le supermarché et de la route qui amène les choux et les carottes dans 2 camions différents. Cette route est construite sur un sol, du foncier en propriété publique. De façon plus générale, tout aménagement, tout usage du sol et de l'espace, aussi par extension, doit être pris en compte. Une ligne de transport en commun. Un centre culturel. Des jardins partagés. Un pôle santé. Le diagnostic territorial de santé des êtres vivants dans leur milieu naturel, il faut le faire avant de concevoir tout ça. Sinon, on ne regardera pas tout le milieu naturel, mais seulement certaines composantes dont la préservation est compatible avec les intérêts économiques et sociaux que l'on retire de ces réalisations. Et pourquoi est-ce si important ? La préservation de l'environnement ne se fonde pas au premier abord sur les utilités sociales ou économiques.
Elles se fondent sur des fonctionnalités écosystémiques. Passé certains niveaux de pression des activités humaines, ces fonctionnalités des écosystèmes, elles sont perturbées, parfois de façon irréversible. C'est ce qu'on appelle les seuils critiques. Pour identifier ces seuils, il faut disposer de connaissances scientifiques sur l'état des écosystèmes au niveau d'un territoire, dans son ensemble. C'est la seule manière de déterminer ce que l'environnement peut supporter et à partir de cette donnée d'entrée, d'évaluer la marge de liberté que l'on a pour construire une stratégie territoriale qui soit vraiment responsable du point de vue de la préservation de l'environnement. En somme, un dialogue science-société au fondement de la gouvernance territoriale. Et une comptabilité territoriale qui puisse éclairer les décisions publiques et privées à la lumière de leurs conséquences en termes de limites écologiques. Chacun contribuant à cette cogestion territoriale. Chacun étant responsable de son action de préservation des milieux biophysiques, chacun étant comptable vis-à-vis du collectif. Chacun comptabilisant les coûts de ses actions de préservation, ces coûts pourraient être reconnus comme des contributions à la cogestion écologique territoriale. Avec une comptabilité territoriale, on aurait aussi plus de recul, par exemple sur les enjeux d'échelle et de temporalité. On pourrait prendre en compte les effets lointains ou différés au moment de concevoir un projet. Dans les périodes que nous venons de traverser, comme cet été, avec la sécheresse, on s'est aperçu que le simple usage de l'eau, sur certains territoires, le cumul des activités autorisées mettait en tension tous les usagers. Comment arbitrer les usages à maintenir ou à restreindre? Selon quels critères? Une comptabilité centrée sur les écosystèmes pourrait permettre de mettre en relation les contributeurs à la préservation et nous apporter ces réponses. Ça veut dire que la comptabilité serait une affaire de relations. Quand je fais des affaires, je suis en relation avec d'autres gens qui font des affaires et qui, comme moi, sont responsables financièrement pour ce qui compte dans les affaires. Ce qu'une nouvelle comptabilité pourrait apporter, ce serait qu'on puisse mettre en relation la responsabilité dans les affaires et la responsabilité dans l'activité. Les affaires et l'activité, ça n'est pas la même chose. Ce sont deux façons de parler d'entreprendre, non? Ce sont deux manières d'envisager nos agissements, deux facettes d'une même médaille. C'est quoi pour vous un écoquartier d'ailleurs? Un écoquartier, c'est un ensemble urbain composé d'infrastructures et de bâtiments basse consommation, normés selon des standards techniques pour minimiser les coûts énergétiques de construction et d'usage. Un écoquartier, c'est un espace de vie pensé en fonction des usages de ses habitants et dont l'agencement, l'activité et la gestion se décident dans une démarche de démocratie participative. Cette rotation des points de vue, il en va de même pour la comptabilité. Elle nous permet de rendre compte à la fois des usages au sein d'un milieu de vie, à partir d'un modèle d'activité, et de la façon dont le modèle d'affaires associé peut exister dans un rapport aux standards financiers. Libre circulation des capitaux et des marchandises, le libéralisme financiarisé. Un temps, un espace, une unité. Qu'on manque d'eau ou qu'on soit exposé aux tornades, qu'on dispose de minerais, de pétrole ou de forêts primaires, de terres arables, d'eau territoriale poissonneuse, qu'on vive dans le désert ou dans une jungle urbaine à très forte densité de population, les lois du marché sont globalement les mêmes. Mais les enjeux environnementaux et sociaux, les modes de gouvernance sont d'une infinie diversité. Articuler la comptabilité d'une organisation avec une comptabilité territoriale de cogestion écologique présente donc un intérêt majeur. Si le modèle d'activité de mon organisation a une dette écologique et que je mets en place des actions pour le transformer, la réduction de cette dette écologique sera reconnue à travers la comptabilité territoriale, comme une contribution à la gestion collective de l'environnement. Je pourrais alors trouver des partenariats locaux, des financements locaux et pérennes pour m'aider à transformer mon modèle d'affaires. Ainsi, ce modèle d'affaires devient moins dépendant de la finance globalisée. Autrement dit, faire évoluer le modèle d'activité d'une entreprise pour la tourner vers la préservation écologique d'un territoire, c'est relocaliser les relations qui déterminent la solvabilité financière de son modèle d'activité. Un modèle d'activité en lien avec le territoire, un modèle d'affaires en lien avec les partenaires de l'économie.
et l'entreprise comme interface entre ces deux niveaux de mise en valeur. Trading à haute fréquence, coopération locale entre habitants. Dans la balance, qui a le plus de poids? La relation écologique au milieu? La relation économique au système financier. La relation sociale qui relie les deux autres en son centre dans l'entreprise. Ça, ce n'est pas une affaire de comptabilité. C'est une affaire de société, c'est une affaire politique et également une affaire de droit. La comptabilité, c'est ce qui me permet, c'est ce qui permet de donner un sens à l'entreprise. Mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas l'instrument d'un seul groupe qui agit sur les autres en mobilisant une seule représentation du monde. On cherche à bâtir une architecture des activités humaines organisées, autour de laquelle confronter les points de vue, mais dans une logique de dialogue, pour créer de nouvelles manières d'entreprendre. Un plan comptable n'est ni un sanctuaire ni une prison. Pour autant, certains gardiens de l'économie, ou plutôt des modèles d'affaires actuels, l'envisagent comme tel. Le plan comptable national, par exemple, il est souvent vécu comme un verrou. Certains acteurs se sentent enfermés par le langage financier, qui les force à mobiliser pour raconter leurs relations entre leur modèle d'activité et le modèle d'affaires de l'entreprise. Ceux qui se sentent enfermés, ce sont les gardiens de l'écologie. Entre autres, mais à contrario, certains gardiens politiques du droit comptable considèrent que ceux qui font passer l'environnement avant le reste emprisonnent la création de valeur financière. Ça veut dire que personne n'arrive à s'entendre sur la finalité de l'entreprise. Tout le monde campe sur ses positions. Entreprise-société à fonction de réceptacle de flux de finances destinés aux actionnaires propriétaires. Ou entreprise-projet collectif à fonction de réponse à des nécessités sociales et écologiques définies politiquement. Moi, entrepreneur, qui suis-je? Du point de vue du droit, depuis la loi Pacte, tu n'es plus, en tant qu'entrepreneur, seulement celui qui a créé une société. Tu as la possibilité de donner une raison d'être à cette création, de lui associer des objectifs sociaux et environnementaux, donc de lui donner une existence légale en tant que projet dont la finalité dépasse les simples profitabilités financières. Alors oui, en théorie, tu as le droit, dans le droit. Mais dans les faits, la comptabilité, celle qui donne son sens à ton entreprise, n'a pas encore évolué pour rendre compte d'une raison d'être sociale, écologique et politique. Il nous appartient donc de penser les grands traits d'un futur plan comptable capable de supporter l'édifice d'un sens donné à l'entreprise dans la société de l'Anthropocène. Et ce plan comptable idéal ne doit pas être le plan d'une prison. Je verrais plutôt le plan d'un hôpital pour prendre soin du vivant, des écosystèmes, de la qualité de l'alimentation humaine. Ça, c'est une raison d'être. Un hôpital, oui, mais c'est aussi un lieu fermé qui classe d'un côté les malades et de l'autre les soignants. On peut y prendre soin de façon préventive, mais surtout curative, quand le mal est déjà fait. Certains économistes marchandisent la nature avec des calculs d'optimum et de taux d'actualisation, tout en se considérant le plus sincèrement du monde comme les médecins du vivant. Ils remplacent la préservation aujourd'hui par le technosolutionnisme demain. La géo-ingénierie solaire, par exemple? Ou envoyer des milliards de particules de soufre dans l'atmosphère pour contrôler le climat? Se baser uniquement sur un scénario comme celui-ci conférerait tacitement le droit de continuer avec le modèle de l'économie industrielle du XXe siècle. Et même à supposer que la science et le projet technologique fassent que ce scénario soit efficace pour le climat, en attendant, la continuité du fonctionnement actuel de l'économie conduirait à l'amplification des impacts sur tous les milieux naturels et la biodiversité qu'ils abritent. Pendant ce temps-là, la comptabilité calculera à l'avance les taux d'amortissement des coûts engendrés par ces futures technologies, l'acquisition de drones pollinisateurs, de semences OGM de céréales qui poussent dans le désert, un cheptel de chèvres clonées aux défenses immunitaires contrôlées par une application. Il y aura toujours un débat autour des modalités de soins de l'environnement. Abandonner ou modérer certains usages du système technique actuel est un bon levier de préservation du climat et du vivant. Mais il ne faut pas assimiler toute technique à une mauvaise médecine du vivant. Les low-tech, par exemple,
sont le fruit d'innovations à haute performance écologique, caractérisées parfois par une extrême sophistication technique. On ne doit pas condamner par avance une solution parce qu'elle repose sur la technologie. Un plan de compte idéal, ça ne peut pas être non plus le plan d'un tribunal. Je plaide plutôt pour que le plan d'une assemblée dont les délibérations et les choix, donc les résultats, seraient performatifs à tous les niveaux. Un hémicycle au niveau local. Comme dans l'hémicycle national, reconstruire les interactions entre acteurs de la société. Mais pour une fois, ne pas trancher à la hâte et à la hache. Rentable, pas rentable, socialement acceptable ou pas, écologiquement important ou pas, liberté totale du marché ou économie publique planifiée. Modèle d'affaires d'hier ou modèle d'activité renouvelé. Essayons. Mais en tant qu'entrepreneur, quand je raconte mon entreprise, j'ai non seulement le droit, mais le devoir de falsifier la réalité, d'y écrire certaines responsabilités plutôt que d'autres. Les informations qui intéressent la partie de la population qui veut rendre les modèles d'activité plus écologiques sont absentes du bilan et du compte de résultats. Elles figurent dans l'annexe ou dans le rapport RSE. D'un côté, on parle d'état financier. En science, un état, ça ne se questionne pas, c'est ce qui est. Tandis que de l'autre côté, on parle de déclaration extra-financière. Des paroles en l'air. Des données qui virevoltent dans le ciel et dont il serait de mauvais goût de trop se préoccuper, car tout de même, il faut garder les pieds sur terre et construire le monde sur ce qui est concret et significatif. Sur ce qui a de la matérialité pour la prise de décision, sur nos états financiers. Bien structuré, Bien ordonnés. tandis que le reste... L'extra. On devrait avoir le droit, surtout aujourd'hui dans cette crise environnementale, de s'appuyer sur cette information. Donc il faut changer le droit. Changer le droit comptable pour avoir le droit d'écrire les engagements de contribution à la préservation du vivant avec un stylo aussi gros que celui qui écrit les engagements de préservation des intérêts financiers. C'est une question démocratique. Je voudrais pouvoir lire des états extra-financiers aussi forts, aussi concrets, aussi solides que les états financiers, car aussi représentatifs de ce dont il convient de rendre compte pour exprimer ce à quoi on accorde de l'intérêt. Que l'on soit porte-parole de la raison d'être écologique de l'entreprise ou partie prenante de sa mise en économie, pour l'organisation de sa solvabilité financière, le résultat écologique, c'est l'affaire de tous. Dans un pays démocratique, c'est une affaire d'État. Le résultat écologique est une affaire d'éthique. Les droits à exploiter le monde commun sont des conventions admises dans une institution particulière à un moment donné de l'histoire. Simplement ce que l'on a coutume de nous laisser faire ou de nous pousser à faire. Actuellement, le droit comptable nous pousse à reconnaître l'extractivisme comme moyen non seulement légitime, mais privilégié de produire de la valeur. Mais la valeur, ça doit commencer par la réalité des coûts de production, des coûts constatés et donc chiffrés sur des bases solides. Et quand on parle de coûts de production, il ne faut pas considérer que les coûts qui sont monétarisés. Un coût de production, c'est avant tout ce que ça coûte au vivant de subir la façon dont je l'exploite. La création de valeur dans une société écologique dépendra d'une convention très particulière, une convention qui inscrira la mesure de ce coût biophysique comme base de la définition du coût économique de transformation de mon modèle d'activité. Mais comment lire ce conventionnement directement à l'échelle du pays ? Comment transformer la comptabilité nationale, en somme ? Pour passer des entreprises à l'hémicycle de discussion des budgets et des lois, il faudrait un autre hémicycle, celui de la gouvernance territoriale. Un aller-retour permanent entre la comptabilité de ce que l'entreprise agricole exploite, ou toute autre entreprise, et la comptabilité territoriale, où elle témoigne devant ses pairs des responsabilités qu'elle assume. En termes, voilà, la notion de territoire ici, c'est une communauté d'usage qui serait organisée au niveau d'un écosystème de ressources naturelles, les ressources dont on en retire, et que les règles valables soient fondées sur ce bassin de vie. C'est ce qu'on appelle l'économie des communs.
Un système économique forgé d'une singularité de composition entre marché et économie publique, resituant les tensions du retour sur investissement financier dans une localité de relations de coopération économique qui formerait alors une petite bulle de décision semi-perméable aux contraintes de la globalisation. En gros, c'est une économie qui est fondée par des acteurs qui ont décidé de s'organiser autour de la compréhension collective des limites écologiques de leur territoire. Il n'est pas permis de produire si cela menace les grands équilibres. On doit répondre à une demande sociale de biens et des services formulée de façon participative et délibérative. Une économie démocratique. Une démocratie écologique. Une comptabilité centrée sur les écosystèmes et qui permet l'établissement d'un commun. C'est suffisant pour transformer les modèles d'affaires ? Il faudrait des incitations économiques de la part de la puissance publique, qu'elle reconnaisse les contributions des organisations à la cogestion écologique et analyse les économies qu'elle pourrait faire dans la gestion environnementale des territoires. Confrontés aux limites planétaires, les pouvoirs publics retrouvent une certaine liberté à évoquer des stratégies de préservation pilotées dans une logique de planification grâce à des indicateurs politiques, donc, plutôt que financiers. Dans une certaine mesure, lorsqu'on est confronté à un cas de force majeure, on préserve ce qui doit l'être. Quoi qu'il en coûte. Le pouvoir public s'exprime notamment en instaurant des dispositifs juridiques et économiques visant à corriger ce qui, à un moment, du fait de l'évolution des représentations collectives, apparaît comme une incohérence par rapport à la reconnaissance politique de ce qu'est la richesse et la responsabilité. De nouveaux instruments correctifs doivent être inventés et ciblés. Le paiement pour services écosystémiques, par exemple, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler aide à la contribution écologique, sera d'autant mieux mis en œuvre que les bénéficiaires pourront rendre compte des coûts de contribution écologique qu'ils assument. Avec cette comptabilité idéale, on pourrait voir le résultat écologique d'une entreprise aussi bien que son résultat financier. Au pire, on pourrait faire en sorte qu'elle reçoive de l'argent dans une double reconnaissance de sa performance écologique, de son modèle d'activité et des contraintes qu'elle a assumées pour faire exister ce modèle d'affaires dans un espace concurrentiel. Ah, ce qui change par rapport à une simple incitation, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de responsabilité. Quelle est la part des financements publics toxiques pour la biodiversité ? La chère comptabilité écologique contribue à concevoir un indicateur de ce type. En concernant l'argent privé, quelle part de la finance à impact cible les actifs dits verts, mais qui finalement sont financés parce qu'ils rapportent autant que les actifs bruns ? La comptabilité comme façon de mener l'enquête. Et moi, entrepreneur, les efforts que je fournis dans la transformation écologique de mon modèle d'activité, comment les faire reconnaître ? Il faudrait donner à la comptabilité écologique une véritable visibilité. Un peu comme un label qui montrerait tes efforts de préservation, tout en soulignant que ton résultat financier n'est pas à la hauteur de ta contribution au monde commun. Et cette visibilité serait conférée par le collectif territorial de gestion écologique, les collectivités, les associations, les autres entrepreneurs qui, ensemble, autour d'une comptabilité territoriale, en discussion, reconnaissent ta contribution à la préservation. Un label délivré par la gouvernance des communs. Un label reconnu par tous les secteurs et toutes les économies. Un label reconnu par le grand public, les épargnants, qui va pouvoir allouer les fonds aux organisations avec précision, avec discernement des effets indirects, différés au diffus des investissements. Un guide, une aide pour les acteurs du privé qui n'auront plus à mener l'enquête pour concevoir ce qu'est l'investissement à impact. Un label de transformation systémique. Intelligible pour les habitants et les acteurs locaux. Mais on pourrait tout changer en fait. La fiscalité d'entreprises locales. Réduction pour ceux qui contribuent déjà au bien commun par leurs actions. Les assurances. J'ai moins de risques à assurer la résilience. Le crédit, la monnaie. J'achète avec une devise locale des produits auxquels je crois. L'attractivité de l'emploi. Plus besoin d'appeler la jeunesse à déserter. Mais la visibilité est une chose.
Donner cette fonction à la comptabilité écologique est très utile. Et mettre en place des dispositifs juridiques et économiques pour allouer de l'argent là où ça semble pertinent, au regard de cette visibilité, tout ça est très très bien. Mais ça ne règle pas tout. Il faut que les acteurs d'un territoire puissent se coordonner. Et qui dit coordination, dit synchronisation. Il faut réussir à penser les investissements et leur phasage en fonction d'un écosystème pour éviter d'atteindre les fameux seuils critiques. Or, aujourd'hui, l'investisseur public, il se cale sur les temps de l'action publique. Et l'acteur privé, lui, va penser son investissement à impact en fonction du déploiement économique qui est finalement la boussole de ces projets. Et qui fixe le tempo alors? Est-ce que tu aimes le jazz? Des musiciens qui jouent ensemble avec des libertés d'interprétation, mais sans se perdre, en s'écoutant les uns les autres, pour se retrouver dans une intention harmonieuse. Pour investir dans la transition écologique, il ne s'agit pas de lire chacun sa propre partition, sur la base de son propre système d'information. Il s'agit de mettre en phase des attentes collectives et des démarches singulières. Il faut ainsi imbriquer des niveaux de préoccupation et des délais de réalisation. Le tout de manière articulée. Si chacun mène son enquête dans son coin, si chacun regarde son intérêt, raison d'État, raison d'être de l'entreprise, raison des actionnaires propriétaires, alors comment avoir raison ensemble? Le plan de compte de notre comptabilité idéale, même s'il peut être lu par tous, va-t-il pour autant être interprété par chacun pour construire un édifice solide? Si la comptabilité est le lieu de tenue d'une assemblée pour le vivant, qui anime la séance? Et quel protocole, quel langage commun, quelle métrique et quel sens leur donner? Quelles données? Quels indicateurs? L'indicateur indique ce pourquoi on veut bien regarder la donnée. Si j'ai une donnée quantité de polluants déversés dans la rivière, ça veut bien dire quelque chose pour moi, mais ça ne permet pas nécessairement de faire quelque chose ensemble. Quantité de polluants. Si je suis industriel, ça veut dire seuil réglementaire et investissement de transformation de mon appareil productif. Comment les investisseurs macro, publics et privés, peuvent-ils se coordonner pour m'aider? Et si je suis une collectivité, ça veut dire budget pour une politique de gestion de l'eau. Comment disposer des moyens adaptés? Et pour moi qui suis scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire diagnostiquer. Mais pour disposer des méthodes adaptées, il va falloir décider qui va payer, qui va prendre en charge l'effort de recherche, un institut privé, une chaire partenariale, une université. Pour moi, membre d'une association de pêcheurs locaux, si tout ce monde n'arrive pas à s'accorder pour préserver la rivière, ça veut dire mes dimanches devant la télé plutôt qu'au bord de l'eau sur mon siège pliant. Et ce n'est pas avec de l'argent qu'on va me dédommager la quiétude que je viens y chercher. La notion de données renvoie à celle de système d'information, tandis que la notion d'indicateur renvoie à des conventions d'interprétation pour l'action, à des préoccupations donc. Ces préoccupations peuvent être attachées à la donnée mesurée dans la rivière, comme autant d'étiquettes qu'on appelle des métadonnées et qui permettent de préciser comment chacun va interpréter cette donnée. Quand les systèmes d'information de l'industriel, de la collectivité ou d'une association locale de protection des poissons ne font pas référence aux mêmes métadonnées et donc ne parlent pas le même langage, ils doivent pouvoir se réunir pour discuter autour d'un cadre commun, pour discuter de ce que veut dire la donnée biophysique. C'est pour ça qu'une comptabilité partagée au niveau territorial est fondamentale pour décrire ce qui est donné pour tous, le diagnostic écologique, ensuite pour raconter ce que ça représente pour chacun dans son activité, et construire ensemble un projet commun fondé sur des conventions de préoccupation partagées qui n'existent pas dans les bases de données individuelles. C'est comme ça que naissent des coopérations, quand les métadonnées de plusieurs se rejoignent pour faire une nouvelle donnée. Les débats qui ont lieu autour des normes d'investissement dans la transition écologique portent précisément sur cette question du rapport entre ce qui est donné et ce qui est méta. Si aujourd'hui les investisseurs considèrent que les données biophysiques ce ne sont que des préoccupations méta en lien avec les activités qu'ils financent, on va avoir du mal à avoir les étiquettes pour mieux valoriser les données centrales
et on va toujours être centré sur la profitabilité. Dans ces situations-là, le vivant devient la victime collatérale de l'usage des données. Et à l'échelle locale, je suis tenté de sélectionner les impacts écologiques que je vais réduire en fonction de la disponibilité de financement portant telle ou telle étiquette, biodiversité, sol, eau, etc. Mais comment faire alors pour que la finance ne vienne pas morceler le vivant ? C'est aussi pour ça qu'une comptabilité territoriale est importante, pour que les financements obtenus par les uns et les autres soient utilisés de façon à couvrir l'ensemble des préoccupations écologiques du territoire. Et est-ce qu'il ne faudrait pas penser l'étiquetage des données dans une sorte d'éthique, une éthique environnementale ? Il y a une responsabilité collective dans la manière de faire des passerelles entre la donnée biophysique, les métadonnées de préoccupation des acteurs et les données regardées par les investisseurs. La cogestion écologique est donc aussi une gouvernance de la donnée. Et c'est ici qu'intervient de nouveau le droit. Car si les réglementations forcent par exemple un industriel à considérer des limites à la pollution de la rivière, la donnée biophysique deviendra plus centrale, notamment parce que l'industriel devra financer des coûts de transformation écologique de son modèle d'activité. Mais qui est le maître du jeu dans cette gouvernance des données ? Celui qui écrit les règles. L'ISSB ? L'International Sustainability Standards Board ? Un organisme à but non lucratif domicilié dans l'État du Delaware regroupant des acteurs privés ? Comment peut-on contrer ça ? Avec les institutions européennes ? Notamment, la norme européenne, telle qu'elle est envisagée au niveau de l'EFRAG, considère que l'investissement dans la préservation de l'environnement ne doit pas seulement être guidé par des données biophysiques qui impactent la performance financière des entreprises, sinon le vivant n'est pas préservé, puisqu'il ne se rapporte pas d'argent. On peut ainsi faire des standards d'investissement par secteur, et par exemple, avec la taxonomie verte des activités, mettre en place un système de classification qui donne une idée de l'impact favorable ou défavorable à l'environnement. Mais ça ne règle pas tout. Il faudrait aussi un nouveau type d'indicateur macro pour accompagner les investissements dans le projet collectif territorial en lui-même. Un projet constitué intrinsèquement autour de la rivière et rendu visible en tant que projet par la comptabilité territoriale centrée sur les écosystèmes. Une sorte de label ici aussi, donc, un label au niveau méso. Ces financements ne seraient pas fléchés directement pour aider l'un ou l'autre. Ce serait aux acteurs de l'hémicycle territorial d'organiser l'utilisation de cet argent en faisant preuve de créativité. Une nouvelle finance à impact, une nouvelle redistribution publique, une économie politique territoriale. En termes de transformation économique pour la transition écologique, la première ressource n'est donc pas l'argent. Non. La première ressource économique est l'intelligence collective. L'opportunité que nous avons est que l'investissement, qu'il soit public ou privé, n'est pas seulement un investissement monétaire. Les acteurs s'investissent dans leur organisation parce que leur travail laisse place à de la créativité qui s'inscrit dans un projet. Et les organisations s'investissent dans la gouvernance locale. Elles ne le font pas seulement pour asseoir leur réseau d'affaires, mais pour affirmer leur raison d'être sociale et écologique. Et l'État, qui investit le champ de l'économie à travers un ensemble de règles de droit, ne le fait pas seulement pour maîtriser sa dette en optimisant le coût de politiques publiques, mais avant tout parce que ces politiques répondent à la définition démocratique d'un bien public. À partir de là, il ne faut pas oublier que le pouvoir des normes internationales en matière d'investissement, tout comme celui des normes comptables nationales, ce pouvoir, il n'est exercé qu'au sein d'un contrat social, lequel est formalisé au sein d'une société, par l'expression de ces différents pouvoirs d'agir. Les pratiques par lesquelles les acteurs s'investissent, si elles sont reconnues comme légitimes, transforment en retour le contrat social dans un processus de contre-institution, ou plutôt de pré-institutionnalisation. Elles donnent à la démocratie les moyens d'appuyer de nouvelles normes. Par exemple, des normes comptables établies pour représenter l'environnement comme la principale richesse d'une société et pour faire de la santé environnementale et sociale le nouvel étalon de la création de valeur économique. De façon pragmatique, il s'agit de s'inspirer de la créativité des territoires pour encastrer la mobilisation des normes financières internationales dans un tissu de relations socio-économiques locales
elle-même renforcée par un régime de droit. Un droit par lequel porter les responsabilités écologiques dans la hiérarchie des normes au niveau nécessaire pour qu'elles dessinent l'horizon d'un projet politique d'existence dans les limites planétaires. Le tout, bien entendu, en pensant le temps des coordinations territoriales dans une comptabilité centrée sur les écosystèmes. En accompagnant l'évolution des organisations humaines par une comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. C'est ça, je crois, une soutenabilité forte des modes de développement.